Et nous sommes donc dans notre page des sports avec Lise Loretia, bonsoir. Bonsoir Et Dominique. puis nous recevons ce soir une athlète olympique hors norme, de par son histoire personnelle, son parcours, sa détermination. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans un livre qu'elle a récemment publié aux éditions Face Cachée, À bras le corps. Asma Niang, bonsoir. Bonsoir mesdames. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous êtes à la fois française, marocaine, sénégalaise. Vous avez participé par 2 fois aux Jeux Olympiques pour le Maroc. On va revenir sur votre parcours lors des Olympiades, mais on est à 2 semaines, pardon, pas tout à fait 2 jours, et un peu moins d'ailleurs de 2 semaines des Jeux Olympiques de Paris. On va revenir avec vous et avec Lise Loretia sur la préparation des athlètes, puisque vous êtes également préparatrice mentale. Alors vous qui connaissez bien tout ce système, tout ce circuit, comment est-ce qu'on peut être en tant qu'athlète comme ça à J-10, 11 d'une aussi grande, J-12 exactement, d'une aussi grande échéance sportive? Alors c'est vrai qu'à 2 semaines, il y a une pression forcément. C'est un événement qui se prépare 4 ans. Bon là avec le Covid, il y a eu 5 ans d'Olympiade de Tokyo. Là c'était qu'une Olympiade de 3 ans, mais malgré tout c'est 3 ans de préparation qui sont conséquentes. Donc voilà, pour certains sports c'est une journée. Par exemple pour le judo, et il faut être prêt ce jour-là. Donc c'est vrai que les 2 dernières semaines, elles peuvent être très intenses en stress. Donc le stress, il peut être très bien positif. Et justement, là où mon rôle de préparatrice mentale, justement en ce moment, je gère beaucoup plus la gestion de stress. Comment gérer son stress face à cet événement extérieur, parce qu'il y a des sollicitations. Il y a aussi, on porte sur les épaules aussi une nation. Voilà, on représente quelque chose de grand. Donc comment à la tête, il peut avoir la grâce ce jour-là, se transcender, avoir le flow, d'être ici maintenant ce moment. Et dans ma préparation, ça va pas être beaucoup sur le cérébral, faire un peu taire le maître et puis un peu faire un peu monter l'artiste en soi. Et voilà, ça va être par des séances de respiration. Il y a des collègues qui vont faire peut-être de l'hypnose ou de la sophrologie. Alors moi, c'est vrai que c'est vraiment l'univers de la respi pour vraiment qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont et pourquoi ils ont fait ce chemin. En tout cas, ça se construit, toute cette préparation. Alors, je rappelle, Asma, que vous êtes sextuple championne d'Afrique de judo dans la catégorie des moins de 70 kilos. Vous avez remporté près de 20 médailles. Vous encadrez donc aujourd'hui des athlètes et vous êtes critique à l'égard de certaines fédérations africaines qui ne soutiennent pas assez leurs athlètes. Alors c'est vrai que durant ces... je suis bien placée parce que, comme je dis, j'ai infiltré un peu ce système, le fait que je sois une athlète olympique et puis je faisais partie des meilleures africaines voilà, du continent. Et j'ai dû vadrouiller dans pas mal de pays. Puis la problématique, elle se posait toujours de la même manière. C'est qu'il y a un potentiel humain juste extraordinaire, sauf qu'il y a manque de moyens, de structure. Pour qu'il y ait une performance dans le haut niveau, il y a 4 piliers. Le physique, technique, tactique et préparation mentale. Et donc voilà, ces piliers sont très très importants. Et lorsqu'il y a certains piliers qui manquent, et voilà, par exemple le soin, enfin toutes ces choses-là, je peux vous dire même des problématiques dans la qualification de certains athlètes qui n'ont pas eu le visa en fait. Ils font partie des, vous savez, il y a eu pas longtemps, par exemple, par rapport à des visas de courte durée, donc ils pouvaient peut-être des fois louper des compétitions pour se qualifier. Donc aujourd'hui, c'est éviter de délocaliser beaucoup d'athlètes, de travailler vraiment localement. Moi, je suis pour ça, parce que par moment, on délocalise certains athlètes pour être ailleurs, et finalement, les autres qui restent, pour eux, leur rêve, il est si lointain. Ça veut dire qu'il faut partir, il faut aller ailleurs, et leur rêve, il est éloigné, donc il faut voilà, se délocaliser. En réalité, je suis certaine qu'aujourd'hui, le continent africain, voilà, il y a du renouveau, il y a quelque chose, il y a une énergie, et je pense que... Vous disiez aussi que parfois, il manque d'équipement. Vous m'avez raconté une anecdote. J'aimerais bien que vous la racontiez parce qu'elle est significative. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps, j'ai des fois des athlètes qui m'appellent. Alors c'est vrai que je suis un peu la grande sœur, un peu ancienne, à 41 ans forcément, j'ai de l'expérience. Donc on m'appelle pour des fois des manques il y a 2-3 semaines ou même à 10 jours, on m'appelle parce que ça manque d'équipementiers, des certains athlètes. Voilà, ils ont envie Qui ont aussi... honte. Oui, voilà, c'est une fête. C'est une fête. Et puis toutes les nations, voilà, on sort des plus beaux habits, on sort certaines choses, une posture, une confiance. Et puis on me dit, bon, est-ce que tu as quelque chose, Asma, des équipementiers que je peux avoir, tu peux appeler pour nous. Enfin voilà. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu mal au cœur parce que au-delà de ça, c'est que les athlètes, ils ont besoin de se sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenus et aimés
pour pouvoir aussi qu'ils aient confiance qu'on les soutient dans leur terrain de jeu respectif. Asma Niang, il existe tout de même, malgré toutes ces conditions, des athlètes africains qui atteignent les sommets. Comment est-ce que vous expliquez ça, compte tenu de la difficulté et des défis auxquels ils sont soumis ? Moi, je dis, comme le titre de mon livre, hein, ils ont mené leur carrière à bras-le-corps. Donc, c'est vrai, c'est que j'imagine souvent ce 100 mètres, par exemple, hein, je fais une métaphore, et qu'il y a des athlètes, et puis il y a des athlètes qui sont derrière, ils essayent de rattraper les autres. Donc, je les appelle, voilà, c'est des survivants. Limite, même s'ils n'ont pas de médaille, c'est comme s'ils étaient médaillés olympiques avec ce parcours juste incroyable, ce chemin hors sentier battu pour arriver à armes égales avec les autres nations. Donc, vraiment, j'ai une admiration profonde pour eux. Justement, on voit à la couverture de votre livre, hein, on vous voit avec comme des cicatrices sur le corps. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par là ? Et par le titre et par la photo. Alors c'est vrai que moi, mon judo vient du Japon, et le Japon c'est les kintsugi. Hein. Vous savez, les Japonais, quand il y a un objet qui se casse, kin ça veut dire or, tsuki on c'est répare fissure. avec de l'or. Exactement. C'est comment sublimer ces mots à UX, comment se révéler, comment se transcender à partir de un peu traverser son enfer et réussir à sublimer tout ça pour se débarrasser des croyances limitantes, des mémoires. On peut appeler ça l'inconscient, cette inconscience, ces mémoires qui peuvent des fois nous embêter. Et voilà, j'accompagne beaucoup sur la résilience et surtout pour sublimer ces mots. Alors, il y a aussi parmi les conseils, il y a de l'art-thérapie. C'est quoi exactement ? Là, c'était juste la métaphore du kintsugi. J'ai utilisé cette art-thérapie pour passer un message puissant, pour visualiser quelque chose comme ça, parce que j'essaie de voilà, l'identifier. C'est pour ça que je suis un peu en Alors peut-être dorure. pour nos téléspectateurs qui ne savent pas exactement ce que c'est que le kintsugi, c'est qu'au Japon, il y a cette tradition que quand une poterie se casse, Voilà. eh bien on ne la jette pas, on répare les différents morceaux en mettant de l'or entre les deux, et donc ça fait de très jolies poteries, mais réparées avec des feuilles d'or. Donc c'est l'or au milieu, et c'est un petit peu ce qu'on voit sur cette photo. Et puis surtout que l'objet devient plus cher. C'est-à-dire en le montrant, en fait, sublimer, puis ne pas avoir de la vulnérabilité, la plus belle force d'un être humain, c'est sa vulnérabilité, puis montrer ses mots et que c'est OK. Et même malgré tout, quand on montre ces mots, ça peut être une très grande force. Alors, il y a quelque chose dans votre livre dont vous parlez, c'est-à-dire au-delà des conseils, en fait, vous demandez à lire des livres, vous demandez à voir des films. Pourquoi cette méthode ? Alors, c'est vrai que c'était un challenge pour moi. Généralement, les athlètes, ils font des biographies, puis c'est tout. Et puis moi, je voulais pas être dans ma vie, mon œuvre. En fait, c'était pas ça que je cherchais. Je cherchais vraiment à... J'aime la transmission profondément, le partage et la transmission de tout ce que j'ai appris. Et c'est finalement, mon livre, ça vaut aussi comme une médaille olympique pour moi, une médaille d'or. C'est un message, c'est 12 chapitres. C'est un message fort, des outils. Si mes outils ne vous vont pas, OK. Mais je vous donne des livres. Allez chercher sur la thématique. Vos livres ne vous vont pas, il y a des livres, des films. Et s'il y a des films, il y a des docus. Donc vous avez vraiment un large panel pour aller vraiment chercher. Parce que moi, voilà, je dis toujours lire, ça m'a sauvé la vie. Lire, ça m'a, voilà, le savoir, d'aller chercher certaines choses par moi-même, avoir l'esprit critique. Et puis ça m'a éveillée. Et donc voilà, j'avais envie de pousser cette jeunesse à aller creuser sur des thématiques pour tout simplement qu'ils se révèlent. Asma Niang, je rappelle le titre de votre livre À bras le corps, publié aux éditions Face Cachée. Merci à vous d'être venu nous voir, et puis on suivra tout ensemble, les Jeux Olympiques de Paris et les performances des athlètes africains. Merci à vous, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, à vendredi.